Eh ben, bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence où nous allons vous parler avec Thomas de 7 accélérateurs pour développer votre activité en ligne, que ce soit au niveau SEO, e-commerce, et puis on va même essayer d'élargir un petit peu le débat. Donc, tout d'abord, petite présentation. Moi, je suis Patrick Valibus, j'ai fondé l'agence SEO e-commerce 410 Gone. Et aujourd'hui, je suis accompagné à distance avec Thomas. Je te laisse te présenter, Thomas. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Thomas Follet, je suis en charge du développement de la solution Magento Commerce pour la France. Malheureusement, je ne peux vous assister en présentiel, donc ça sera aujourd'hui à distance, mais n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Patrick me fera le relais s'il y a des questions qui concernent la partie e-commerce au sens large. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On vous a prévu sept astuces, qui sont chacune d'elles bien entendu un petit peu déclinées. Et puis on en a même une huitième bonus en fonction du rythme auquel on va. Voilà. Alors, le premier point qu'on souhaitait voir avec vous aujourd'hui, c'était déjà d'optimiser l'acquisition de trafic sur l'ensemble du site. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de l'ensemble du site? Très souvent, alors attends, je vais juste te déplacer un petit peu, Thomas. Clac. Euh, Très souvent, il y a une fausse croyance, c'est que les gens démarrent leur parcours de navigation sur un site internet par la page d'accueil. Voilà. Alors, vous allez vous dire, il est mignon sur scène, il nous annonce un fait, mais c'est bien de prouver tous ces éléments. Eh bien, je vous ai sorti des données qui sont issues de SEMrush, qui est un outil d'analyse web marketing de trafic, au sens SEO pur, là, ce que j'ai pris. Et donc, ce qu'on voit ici, je vous ai pris sur des grands sites e-commerce, mais pas que. J'ai aussi pris Doctolib et Le Bon Coin. La part du trafic qui est en dehors de la page d'accueil. Donc, ce qu'on voit, j'ai pris un acteur local, LDLC, où on a 89% du trafic hors page d'accueil. Donc, je pense que déjà, rien que ça permet de valider l'hypothèse selon laquelle on ne passe pas par la page d'accueil. Et souvent, le trafic qui est par la page d'accueil, c'est ce qu'on va appeler du trafic de marque, avec des gens qui vous connaissent déjà. Ça montre vraiment tout le potentiel qu'il y a à aller chercher des visiteurs avec d'autres types de requêtes. C'est ce qu'on va creuser. Et ce qu'on se rend compte, c'est à la base, je pensais que mon contre-exemple de ça serait Doctolib. Et à ma grande surprise, parce que bon, on peut tous se tromper, Doctolib, c'est pareil. En fait, ils ont bien 76%, donc les trois quarts, même plus, du trafic qui arrive du coup par du SEO, donc des gens qui tapent potentiellement le nom d'une pratique médicale plus ville. Voilà. Eux aussi, ils ont ça. Ceux qui vraiment sont très très bas en termes de trafic, ce qu'on appelait de longue traîne en SEO, on va retrouver Le Bon Coin, qui est là pour le coup vraiment quelque chose de très spécifique. Voilà. À noter que l'un des principaux, par rapport à cet effet-là, l'un des gens que Google considère comme un de ses concurrents, c'est Amazon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui commencent à aller sur Amazon et font la recherche directement. Alors évidemment, là, ce n'est pas quelque chose qu'on voit directement dans cette statistique-là, mais ça fait partie des pratiques de se dire que quand on va être vraiment sur une marque très forte, potentiellement, on a moins besoin de travailler son SEO. Maintenant, pour beaucoup de gens dans cette salle ici, ça montre l'intérêt d'aller travailler cela. Alors, maintenant qu'on a dit qu'une homepage, ce n'est pas la seule chose à travailler, ce qu'il faut se garder en tête, c'est que la page d'accueil, ça doit servir à viser vraiment que la marque. Il ne faut pas essayer de se dire, allez, sur ma marque, je vends, je ne sais pas moi, des fauteuils de cinéma, qu'il faut que je vise la requête fauteuil de cinéma avec ma marque. Ce n'est pas du tout l'idée et ça sera contre-productif. Le rôle d'une page d'accueil en SEO, si vous voulez bien l'optimiser, ça va être de viser donc votre marque avec de la réassurance, ce que Google appelle de l'EAT. Aujourd'hui, on pourrait y revenir plus tard si vous le souhaitez. Et puis ça va servir du coup à faire vraiment de l'animation marketing et aussi du coup à distribuer ce qu'on appelle du PageRank. Donc c'est la puissance qui arrive au niveau du SEO par tout ce qui est lien externe vers l'ensemble du site qui, elles, vont être des pages qui vont pouvoir se positionner de manière efficace dans le temps, donc sur des requêtes liées à des fiches produits, des pages catégories, mais bien d'autres. D'ailleurs, ce comportement SEO est également transposable sur le comportement des internautes. À savoir,
on se met dans la place d'un consommateur lambda. Si vous allez sur un moteur de recherche, généralement, c'est pour aller justement rechercher un produit ou un service ou éventuellement une enseigne. Mais en fonction des mots-clés que vous allez taper dans ce moteur de recherche, naturellement, si vous cherchez un produit, alors si je parle dans le domaine du prêt-à-porter, je vais chercher une veste en cuir, admettons, je vais non pas marquer la marque, pardon, la marque en question dans le moteur de recherche, mais je vais taper veste en cuir et peut-être mettre un descriptif, une colorie ou quelque chose comme ça. Donc, souvent, on va plutôt être orienté vers une page produit ou une catégorie de produits reprenant ces mots-clés, là où la page d'accueil va vraiment être plutôt orientée sur des recherches autour d'une marque ou autour d'un institutionnel, dès lors où on ne va pas chercher un élément ou un contenu spécifique. Si je cherche, admettons, la marque Amazon, effectivement, j'irai sûrement sur la page, dès les premières recherches, en tout cas, les premiers résultats, j'irai sûrement sur la page d'accueil d'Amazon, et encore que Amazon est un mauvais exemple, puisqu'on aura différentes pages d'accueil en fonction des produits ou services qui nous concernent. Mais en tout cas, ouais, vous comprenez l'idée, c'est que lorsque je vais chercher le nom d'une marque ou le nom d'une société, je peux effectivement assez facilement arriver sur la page d'accueil parce que j'ai envie d'avoir des informations assez transverses et assez généralistes sur cette entité. Là où si je cherche un produit ou un service, naturellement, le moteur de recherche va plutôt m'orienter sur déjà des pages de résultats ou des pages de catégories. Et ça, la manière d'exploiter ça, ça va être de se poser la question de sur quelle requête ça peut être intéressant d'aller travailler. Aujourd'hui, nous, côté agence SEO, ce qu'on voit, c'est les gens, ils arrivent, ils viennent nous dire, voilà, moi j'ai tel mot-clé, c'est ça que je vends, c'est là-dessus que je veux me positionner. Bon, ok, dans Tact, on peut faire marcher le budget, les forces marketing, etc. Mais quelquefois, c'est pas forcément le choix le plus efficient à mettre en œuvre. Ça peut être de se poser la question d'aller couper l'herbe sous le pied à nos concurrents et d'aller chercher de l'information en amont et d'aller acquérir le prospect beaucoup plus tôt. Le schéma que je vous ai mis à droite, c'est ce qu'on appelle le tunnel de l'information. Et ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut sortir aujourd'hui de cette démarche que certains appellent le achète et casse-toi. Au sens de dire, voilà, moi je vends, tu parlais d'une veste en cuir tout à l'heure, Thomas, de se dire, ben voilà, je me positionne sur veste en cuir et puis basta. Non. Il y a tout un segment aujourd'hui de recherche autour de à quel besoin répond le produit où les gens ne travaillent pas ou très peu en fait les contenus. Voilà, c'est tout le segment qu'on va appeler guide d'achat. Je vous ai fait un petit schéma là sur le côté gauche où l'idée c'est de vous montrer en fait que ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est plus il y a d'opportunités SEO, certes, et moins on a un taux de conversion immédiat. Mais en fait, quelqu'un à qui vous donnez une solution aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va revenir vous voir demain. Voilà. En général, on dit feature tells, benefits sells en anglais. L'idée, c'est sur votre veste en cuir, par exemple, tu fais de la moto, je crois, Thomas, une veste en cuir, vous allez pouvoir expliquer, faire un article, pourquoi est-ce qu'une veste en cuir, pour de la moto, c'est pertinent en cas d'accident, ce genre de choses, etc. Ou quelle veste en cuir peut être sympa à acheter, ou va bien avec ceci ou cela. Enfin, on peut imaginer tout un tas d'informations. D'ailleurs, il y a des méthodes qui permettent d'aller ce qu'on appelle scraper, donc prendre toute l'info dans Google, qui fait de l'autocomplete, ce qu'on appelle les people also ask, que vous avez peut-être vu dans les résultats de Google. Quand vous faites une recherche, des fois, il vous dit, voilà, les gens ont aussi cherché cela. Vous pouvez prendre toutes ces questions et les traiter, et vous pouvez être sûr que c'est des gens qui sont en train de se dire, bon, j'hésite à acheter une veste en cuir, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Et vous allez pouvoir répondre à ce besoin-là, et c'est des gens qui, demain, vont pouvoir devenir vos clients. L'avantage, c'est que vu que peu de monde va sur ces segments-là, aujourd'hui, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement vous positionner que si vous arrivez en frontal sur une requête comme veste en cuir, qui du coup, vous avez quand même quelques acteurs des vestes en cuir. Alors je suis pas expert en veste en cuir, Thomas, mais je pense qu'il y a quelques acteurs bien établis, et aujourd'hui, venir se placer avant eux, c'est peut-être pas la chose la plus simple à faire si vous n'êtes pas déjà tout comme eux établis. Voilà. Donc bien penser sur qu'est-ce qu'on va aller chercher, à quel moment est-ce qu'on veut prendre notre prospect, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, selon le niveau de concurrence et le budget qu'on a, réfléchir un petit peu plus en amont pour que du coup notre prospect, ce soit quelqu'un qu'on va convertir avec des vrais bénéfices et du coup qui achète chez nous et pas juste quelqu'un qui cherche un prix et où on a un taux de rebond qui est forcément très élevé parce qu'on peut avoir des gens qui cherchent juste un prix et basta. Voilà. Ça, pour vous montrer un petit exemple,
Ici, ça, c'est un client qui est venu nous voir avec, donc c'était il y a, donc là, vous voyez, il y a 4 fois janvier, en bas, c'est quelque chose qui date d'il y a 4 ans et demi. Et il m'a dit, moi, ça m'embête, je vais être devant telle autre boîte sur la requête câble Ethernet. Donc, câble Ethernet, on est sur une requête, il y a quand même 24 000 recherches mensuelles. Donc, ça commence à faire un petit peu de volume. Et du coup, au lieu d'aller faire une page catégorie qu'il avait déjà faite, en fait, qui vendait des câbles Ethernet, on lui a dit, on va faire un guide d'achat avec un ensemble de pages qui répondent à qu'est-ce que c'est un câble Ethernet, quels sont les types, les normes, etc. Et ce que ça a fait, c'est, vous voyez là, tout ça, c'est, il était centième en fait sur cette requête. En gros, l'outil le détectait même pas dans le top 100. Et en 3 mois, il est arrivé assez vite dans le top 10. Et puis, 4-5 mois plus tard, il a commencé à rentrer dans le top 3. Et depuis, globalement, il oscille entre top 1 et top 3 de manière assez régulière. Et ce, avec une page éditoriale. Voilà. J'ai fait le test tout à l'heure en bas. Si vous tapez câble Ethernet, il y a de grandes chances que vous ayez Connectic Plus dans les 3 premiers résultats. Voilà. Et c'est une requête qui est particulièrement efficace. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas essayé d'attaquer en fait la requête avec le même contenu que les autres résultats. Ce qu'il faut bien dire, c'est que Google, souvent, il déborde déjà de résultats commerciaux avec des gens qui ont essayé d'y aller. Et des fois, il faut savoir prendre le contre-pied et se dire, tiens, je vais essayer de lui proposer une alternative, et du coup, on va se positionner beaucoup plus rapidement. L'avantage, c'est, comme je le disais, ça éduque les utilisateurs, les prospects, qui du coup convertiront mieux par la suite. Voilà. Exactement. D'ailleurs, juste pour terminer ce point-là, n'oubliez pas aussi, j'ai envie de dire une astuce supplémentaire, mais je pense que c'est déjà acquis pour tout le monde, c'est que au niveau du SEO, il y a 2 approches. Et la première, c'est ne vous focalisez pas, vous, sur votre propre langage descriptif de produit ou langage technique. Il faut savoir qu'un internaute ne va peut-être pas connaître parfaitement vos produits, votre domaine d'activité, et il va avoir un vocabulaire peut-être plus simple. Donc du coup, il va aussi falloir adapter son SEO et du moins son référencement avec des mots beaucoup plus simples et même parfois un petit peu triviaux, dans le sens où une requête de recherche pour vous sur un produit. Alors, j'ai pas d'exemple concret, mais je vais faire appel un peu à mes anciennes expériences. J'ai travaillé dans le domaine de l'aménagement du paysage et notamment dans l'installation de parkings végétalisés. Et il faut savoir que les revêtements, par exemple, de sol, donc végétalisés, ont des noms très techniques, principalement connus par les architectes ou les bureaux d'études. Par contre, un promoteur immobilier ou un particulier qui souhaite mettre en place une place de véhicules engazonnés, va peut-être utiliser un langage beaucoup plus simple. Il va pouvoir dire, moi je veux, sur Google, admettons, je veux des dalles gazon. Voilà. Et donc c'est un langage très, très simple, là où dans le langage technique, ou du moins pour le e-commerçant, il ne décrit absolument pas son produit comme une dalle gazon, il va plutôt le décrire comme un système autoportant, engazonné, etc. Donc voilà, n'oubliez pas d'utiliser aussi des termes que les internautes vont pouvoir utiliser assez facilement. Yes. On reviendra d'ailleurs, je creuse un petit peu ce sujet un petit peu plus loin, et ça, vous allez voir, on va rentrer un peu plus dans le détail. Côté SEO technique, le deuxième point, c'était comment bien travailler son maillage interne et le côté recommandation produit. Si vous êtes allé sur un site e-commerce ou que vous avez vous-même un site e-commerce, le concept d'upselling, de cross-selling, etc., de produits liés, les internautes ont aussi acheté, ce sont des zones et des blocs sur des pages que vous connaissez tous et que vous dites tous, voilà, il faut que je les renseigne. Ça fait partie du maillage interne d'un site e-commerce aujourd'hui. Maintenant, comment bien le gérer ? Là, ce qui est marrant, c'est que ça commence à faire partie des choses où les écoles s'affrontent. Si je laisse Thomas avec une casquette d'e-commerçant, il va me faire des propositions, et moi, si j'arrive avec ma casquette de SEO, je vais dire « Hop, Thomas, non, on ne va pas partir là-dessus, ça ne me va pas, pour tout un tas de raisons. » Et pourtant, au sens business, c'est lui qui a raison, parce que les produits qu'il va me suggérer, c'est ça qui va générer du chiffre d'affaires. Mais moi, au sens SEO, je vais lui dire « Oui, mais là, si tu me mettais le produit en face, c'est pas forcément la bonne chose. » Alors, on va vous montrer pourquoi. Là, je vous ai mis ici une fiche produit qui date d'il y a 2 jours, prise sur la FNAC, là, avec un Oculus Quest. On en a un à gagner, d'ailleurs, en bas au stand, pour ceux qui veulent venir taper une petite partie de golf avec nous.
Et en fait, vous voyez les produits qui sont suggérés en bas. On a un modèle en 256 Go, on a une autre variante d'Oculus, un Rift S, une housse de transport. Au sens business, la housse de transport, c'est complètement pertinent, parce que voilà, vous achetez un casque, potentiellement, vous dites, bon, ben voilà, c'est un objet à un certain prix, je vais quand même prendre une housse de transport pour ne pas l'abîmer. On est sur une mécanique ici de cross-selling qui est complètement légitime au sens expérience utilisateur et business. Et puis, on a aussi, pourquoi pas, une autre console, pour des gens qui ont envie d'acheter une Switch, c'est un autre type. Honnêtement, niveau business, j'ai rien à dire sur ce point-là. Mais on s'est livré à un petit exercice, du coup, d'analyse sémantique. Alors, il y a des outils aujourd'hui en SEO, je ne sais pas si vous connaissez ces outils-là, qui permettent de savoir quelle est la répartition des différents mots et en termes de pondération et de quantité qu'on va avoir dans une page. En gros, le côté, comme vous pouvez avoir dans des outils, si je prends du Yoast, dans des WordPress, ce genre de choses, où il y a un mot-clé qu'il faut mettre plein de fois dans la même page, ça, c'était le SEO il y a 7, 8 ans, si ce n'est pas plus. Aujourd'hui, presque Google, pour qu'une page se positionne bien, il doit être capable de comprendre de quoi parle la page, même si le mot est absent, paradoxalement. Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle une richesse sémantique. On a des outils SEO qui permettent du coup capable de dire, ok, bah, statistiquement, dans une page, donc là on prend la première colonne, c'est l'analyse du coup sur l'Oculus Quest 2, donc notre fiche produit d'avant. Ben, statistiquement, il faut qu'elle ait X fois Oculus. Je ne vous ai pas mis les pondérations pour une raison de lisibilité ici, mais Oculus Quest, jusque-là, c'est logique, c'est la marque. Après, casque, prix, ça veut dire qu'il attend potentiellement beaucoup une page e-commerce. Après, on a forcément les termes de réalité virtuelle qui ressortent. Puis après, on a le côté manette. Le add, c'est pour du add to cart, à mon avis. Donc, il y a des petits pièges comme ça. On a le côté sangle, câble, etc. Bon, je ne vais pas vous lire tous les mots, mais on arrive à comprendre qu'il y a vraiment tous les mots qui sont attendus de manière logique dans une fiche produit de ce style. Pour identifier dans quelle mesure deux pages sont pertinentes de recevoir un lien en termes de maillage interne dans un site, c'est des choses avec lesquelles vous êtes peut-être plus sensible sur des contenus plus éditoriaux, mais il faut savoir que les mêmes enjeux sont à faire au sein d'un site e-commerce. Ben là, j'ai fait l'exercice du calcul du champ sémantique des différents autres produits qu'on avait. Donc, accessoire Oculus Quest 2, c'est le mot-clé sur lequel la housse de transport se positionne. Donc elle est 11e aujourd'hui sur le site, c'est toujours sur le site de Fnac.com qui a ces résultats, je vous ai mis les positionnements à côté. Le Rift S, il est 6e et Nintendo Switch V2, 2e. Donc sur des mots-clés avec ce niveau de concurrence, par rapport à ce qu'on a vu avant, on voit que la Fnac quand même, bon, c'est pas le plus petit site e-commerce de France, on va pas se mentir, mais ils ont quand même déjà des bons résultats. Mais avec ce qu'on est en train de voir là, potentiellement ils peuvent encore s'améliorer. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la housse de transport, là, notre accessoire, ben en fait, elle n'a que 45% de mots qui sont en commun, et encore, là, je ne tiens pas compte de la pondération. L'Oculus Rift S, qui est aussi un casque de réalité, lui, on a 55%, donc lui, il est quand même plutôt proche, c'est mieux. Et alors, la Nintendo Switch 2, on se dit, mais pourtant, c'est quand même deux consoles, c'est pareil. Ben non, il n'y a que 20% de choses en commun. Donc, le lien Nintendo Switch, les autres, à la rigueur, on peut discuter, mais le lien Nintendo Switch, lui, il est complètement à proscrire, en fait, de ça. Et ce n'est pas quelque chose où, si on n'a pas fait ces analyses-là, auxquelles on va penser, parce qu'on va mettre en place des règles un petit peu automatiques. C'est ce qu'on va voir juste après ici. Mais comment on fait, du coup, pour conjuguer UX et SEO ? C'est un point qui est souvent... on a souvent des choses, les devs et les SEO ont tendance à un petit peu se chamailler, je vais dire, pour arriver au même but. Mais en fait, il y a des solutions qui existent. Ces solutions, vous avez des solutions, ce qu'on appelle de l'obfuscation, qui sont possibles, ou alors de l'Ajax. L'Ajax, c'est ce qui a été mis en place, en fait, volontairement dans un but SEO ou dans un but de WebPerf. Ça, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne suis pas dans les petits papiers de la Fnac. Mais si on va voir ici, alors, je vais éviter un effet démo. Yes, c'est bon, vous voyez tous. Là, si vous regardez bien, en haut, l'URL, c'est webcache.googleUserContent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que je suis allé voir ce qu'a gardé Google dans le cache de Google. Je ne sais pas si vous connaissez cette commande. Vous prenez une URL de site web, vous mettez cache de points. Ça vous permet de voir à quelle date Google a stocké la version de la page de votre site Internet. Déjà, s'il l'a stocké, parce que des fois, ça peut être révélateur d'un petit problème sur votre site. Et avec quoi comme contenu ? Et bien là, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de choses qui sont classiques pour un site e-commerce. On retrouve globalement notre page, mais il y a une petite spécificité, c'est que on a normalement à peu près dans cette zone-là, ici, on aurait dû avoir la liste des produits liés. Et là, vous voyez, je suis arrivé au niveau du footer, et on n'a absolument pas cette notion de produit lié qui apparaît.
Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a ici des articles du coup de blog, donc sur lesquels on pourrait retrouver des problématiques comme celles que je vous ai indiquées. Mais en faisant un chargement en Ajax, parce que Google n'interprétant pas plus que ça le JavaScript, pour ceux qui auraient encore un doute, on en a encore une preuve là, Google du coup n'a pas vu ce mécanisme de maillage interne. Donc vu qu'ici on a montré que le mécanisme de maillage interne qui avait été mis en place par rapport aux produits suggérés au sens SEO, il n'est pas top, du coup c'est une bonne chose que ça n'apparaisse pas. Ce qu'on peut en déduire, c'est que demain, si on est capable, entre tous nos produits, d'être capable de calculer la proximité qu'on va avoir entre différentes pages pour savoir s'il faut les lier au sens SEO ou pas, eh ben, grâce à ça, on va se dire, ok, ceux qui ne sont pas pertinents, peut-être que je vais les charger en Ajax ou faire ce qu'on appelle, comme je disais, de l'obfuscation. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'obfuscation, en gros, c'est on va laisser l'expérience accessible à l'utilisateur parce qu'on va faire un lien en JavaScript qui va être chiffré volontairement, mais Google ne le comprendra pas comme un lien. Voilà. Pourquoi est-ce que ça, c'est important de bien venir cloisonner ça? C'est le point le plus compliqué de la conférence. Après, on revient sur des choses un peu moins techniques. Mais l'idée, c'est qu'une page, elle a une capacité de transmission de notoriété. C'est un peu comme si vous, demain, vous recommandez quelqu'un pour un travail, vous avez une crédibilité de 10. Si vous recommandez 10 personnes, vous allez donner 1 point de crédibilité à chacune, parce que ce n'est pas recopiable à l'infini. Sauf que si vous recommandez 100 personnes, chaque personne, elle va recevoir 0,1 point de crédibilité. Ce qu'on vient de montrer là, c'est important parce que ça va vous permettre de choisir, ok, telle page, elle vient renforcer telle autre page en lui transmettant sa crédibilité. Et pas celles qui ne sont pas intéressantes. Ça permet vraiment de faire un maillage interne qui soit chirurgical, et c'est à ce prix-là, aujourd'hui, en termes de SEO technique, qu'on va pouvoir faire ressortir des choses dans votre site internet. Voilà, en termes de ranking SEO derrière. Voilà. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde avec cette explication. Si vous avez des questions après, bien entendu, vous n'hésitez pas, ou vous venez sur notre stand, on passe un petit moment à en parler, il n'y a pas de souci. Voilà. Sur une mécanique un peu plus générique, ce qu'il faut se dire, c'est que sur des gros sites, on va retrouver des moteurs de règles qui vont permettre d'automatiser quel type de produits sont liés avec lesquels. Ça ne fait pas abstraction de ce qu'on a eu avant. Et puis voire même, ce qui est intéressant, c'est de ne pas se dire « Ok, moi je suis le plus malin, je sais que tel type de produit, il y a ça », qu'en gros, tous mes casques, je vais leur mettre des housses, par exemple. Ça peut être de se dire « Tiens, et si en fait je ne savais pas ?» C'est toujours bien de se dire qu'en fait on ne sait pas. Et on va faire confiance pour ça à l'IA, au machine learning, qui va vous permettre de faire, c'est ce qu'on appelle le test du bandit manchot, qui va vous permettre de faire de l'A/B testing en continu. C'est-à-dire que vous allez avoir en gros un tronc commun de produits qui va être proposé à un instant T. Et puis de temps en temps, le moteur, lui, il va chercher à se dire « Tiens, et si je proposais autre chose pour voir si ça marche mieux en termes de taux de conversion ?» Et petit à petit, si ce produit marche mieux, c'est lui qui va prendre le pas dans le tronc commun. Et ça va vous permettre d'avoir, sur une base de data, alors clairement, il faut avoir un site avec un minimum de trafic et d'utilisateurs. Si on n'a que 10 personnes par jour, ça ne sera absolument pas pertinent. On est tous d'accord là-dessus. Mais ça va vous permettre d'avoir vraiment statistiquement le meilleur calcul de suggestion de produits. C'est pour ça que sur ce type de cross-selling derrière, peut-être qu'on va se rendre compte que d'après les données, peut-être des commandes qui ont déjà été passées ou des tests qui ont été faits par l'outil en automatique, que le meilleur produit à mettre en face d'un casque de réalité virtuelle, peut-être que c'est, alors je vais partir dans du cliché, désolé, mais ça fait sens pour autant, ça peut être un DVD avec un dessin animé qu'on peut mettre aux gamins pour que les gamins ils puissent regarder la télé pendant que nous on peut jouer tranquille, les adultes peuvent jouer avec leur casque de réalité virtuelle. Ça peut être quelque chose, un Cookéo ou ce genre de choses qui va faire une recette de cuisine tranquille et puis pendant que ça cuisine, moi je peux jouer. Voilà. Et c'est pas du tout des choses auxquelles on aurait pensé nativement en mode là c'est un produit qui va avec, etc. Voilà. Donc c'est aussi l'avantage des solutions de machine learning qu'on peut avoir aujourd'hui pour aller faire de la suggestion de produits vraiment avancée et se mettre en soi en doute pour se dire ok, je vais laisser en fait mes utilisateurs par leur expérience guider mon site internet pour proposer vraiment les meilleures recommandations produits. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc, Thomas. Non, mais c'est vrai que tu as très bien illustré l'arrivée aujourd'hui de l'intelligence artificielle, donc notamment le machine learning dans la recommandation de produits.
Jusqu'à présent, on était assez confronté à une mise en place des règles de merchandising, donc principalement de recommandations de produits sur base de logique métier ou logique business. On a plutôt envie de rapprocher des produits par similarité. On l'a vu là avec les Oculus, on va plutôt rattacher des accessoires associés ou un produit comparable ou une autre version de ce produit. Après, par contre, on peut aussi associer dans une logique business des produits qui s'apparentent ou une catégorie de produits qui s'apparentent aux Oculus et sur lesquels on aimerait également mettre en avant ou faire la promotion. Et donc, déjà là, c'était assez, je ne vais pas dire complexe, mais il fallait quand même avoir une logique sur toutes les catégories ou tous les produits pour pouvoir ensuite faire du merchandising et de la reco personnalisée. Après est arrivée naturellement la recommandation automatique ou dynamique sur laquelle on s'appuie non pas sur une recommandation d'un produit ou d'une liste de produits par rapport aux Oculus, mais on va plutôt proposer une catégorie de produits qui sera ensuite automatiquement générée. Et c'est là où est arrivé maintenant les intelligences artificielles, donc machine learning, qui elles, complètement se moquent de la logique humaine. Ils vont plutôt regarder uniquement les performances et statistiques qu'on en retire. Et c'est vrai que ce que tu as illustré, c'est peut-être un cliché, mais c'est clairement pour illustrer le propos. Lorsqu'on met en avant des Oculus et en produit recommandé, on voit, admettons, un DVD, un dessin animé, on peut très bien, nous, en tant que consommateurs, se poser la question, bah, tiens, pourquoi il y a un DVD? Mais tout simplement parce que l'intelligence artificielle derrière, ce sera basé sur énormément de parcours utilisateurs et aura analysé que bah, souvent, dans le parcours d'achat, dans l'expérience utilisateur, une personne qui mettait en panier ou qui achetait ce type de produit, donc les Oculus, souvent, c'était complété avec des produits de type DVD, dessin animé. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à mettre en avant ces logiques automatiques. Ça vous permet de complètement enlever le biais humain et rien n'empêche également pour vous de faire un mix entre les deux. C'est de laisser parler d'abord l'intelligence artificielle pour que tout soit automatique et ensuite, en fonction des résultats, si vous avez en tant que e-commerçant quelques produits que vous voulez impérativement recommander parce que ce sont des fins de stock ou parce que ce sont des produits qui se vendent le mieux, rien ne n'empêche non plus de mettre manuellement ces règles de recommandation manuelles. Donc voilà, donc, n'hésitez pas en tout cas à mélanger les différentes solutions qui existent aujourd'hui. Comme on dit, la data ne ment pas. Voilà. Ensuite, une question qu'on a voulu se poser avec Thomas, c'est comment choisir sa plateforme e-commerce. Parce que là, on était tout de suite rentré dans le vif du sujet avec comment amener des gens sur le site, comment est-ce qu'on optimise son maillage interne. Évidemment, il y a plein d'autres solutions. Et puis, on s'est posé la question sur comment choisir sa plateforme e-commerce. Alors, vous avez notre engagement qu'on a essayé d'être le plus agnostique possible dans cette analyse. C'est pour ça qu'on ne va pas citer de marque volontairement. Voilà. Il y a aujourd'hui vraiment, ce qui est important d'avoir, c'est deux types de plateformes qui se font un peu la tête. C'est toutes les solutions en SaaS et les plateformes et code autonome. Je ne sais pas si tu veux le présenter, Thomas, cette partie. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de solutions clés en main, donc solutions e-commerce clés en main, rapides de déploiement, et qui sont principalement basées sur des technologies SaaS. Donc, c'est ni plus ni moins, vous souscrivez au service, vous chargez votre catalogue de produits, et voilà, il est en ligne. Grosso modo, vous pouvez ensuite personnaliser un petit peu cette plateforme, l'optimiser pour bien sûr travailler l'expérience utilisateur, mais on va plutôt devoir s'adapter, donc le e-commerçant va devoir s'adapter un petit peu au comportement et au fonctionnement de cette plateforme dans les limites qu'elle imposera. Là où arrivent aussi, donc en parallèle, des plateformes intermédiaires, dans le sens où on va avoir des solutions dites purement on-premise, donc c'est-à-dire sans cette partie d'hébergement, d'infogérance, donc hors cloud, et ça sera à vous, e-commerçant, de l'héberger, de l'infogérer via un provider tierce, mais ce qui vous permettra de vraiment garder la main sur l'applicatif et bien sûr le customiser, l'adapter comme vous voulez. Et on a parfois des plateformes un petit peu hybrides entre
le SaaS et ce qu'on appelle le code autonome, donc on-premise, il y a des plateformes de type PaaS. Et donc, c'est ni plus ni moins que prendre les avantages du SaaS, donc le service cloud, mais dans un mode ouvert, non pas une solution fermée, mais un mode ouvert, ce qui vous permet de vous ou les agences qui vous accompagneront de conserver la main et l'accès au code source de l'applicatif pour continuellement l'améliorer et du coup, bien sûr, adapter l'optimisation SEO. Donc voilà, donc ce sont vraiment les deux mondes aujourd'hui qui s'affrontent. Et là-dessus, ça sera à vous de voir un petit peu les attentes que vous avez. Est-ce que vous voulez un déploiement rapide? Et c'est d'ailleurs la ligne qu'on a comparée. C'est vrai que sur un déploiement rapide, les solutions de SaaS, il n'y a rien de tel puisque c'est déjà préchargé et vous chargez votre catalogue. Là Si où je les peux plateformes ou t'interrompre les codes 2 secondes autonomes sur seront ce plutôt côté-là. à vous de les lancer. Ouais. Ce qui est intéressant sur le côté mise en ligne rapide, en fait, ce qu'on aurait pu rajouter aussi dans la question, c'est à quel moment faire quel choix. Parce que potentiellement, ce choix, il peut évoluer dans la vie de votre site e-commerce. Demain, vous dites, tiens, est-ce que ça vaut le coup? Et on reparlera un peu plus tard des déploiements internationaux. Mais vous dites, tiens, est-ce que ça vaut le coup d'aller lancer un produit là-dessus ou un site là-dessus? Bon, vous n'allez peut-être pas sortir une plateforme, du coup, avec des coûts techniques complexes, etc. Ça peut être intelligent de se dire, ok, je prends un SaaS qui va me coûter pas trop cher, où je fais le strict minimum et je teste mon activité e-commerce. Peut-être même en faisant de l'AdWords ou ce genre de choses pour vraiment valider, faire un POC, en fait, business. Ben pour ça, les solutions de SaaS sont hyper pertinentes. Vous prenez une solution classique, vous mettez un thème dessus, vous branchez un ou deux points de paiement, et puis ça tient 2-3 mois, le temps de voir si ça prend, si les clients sont réceptifs, avec un peu d'aide, s'il y a un marché. Et puis derrière, dès que c'est validé, vous dites, OK, là, je peux enclencher un investissement plus solide pour ma société, ou je vais partir dans une plateforme, du coup, avec un peu plus de pérennité par rapport aux critères qui sont indiqués en dessous. Voilà. Le point qui est vraiment important pour moi là-dedans, c'est alors, si je prends sur le côté SEO, c'est vraiment, vous n'allez pas pouvoir faire d'analyse de log sur des solutions en SaaS. Si vous voulez aller sur du SEO très poussé, donc savoir comment Google comprend et voit votre site, et souvent c'est bien plus compliqué que ce qui va se passer en théorie, parce que Google a tendance à aller se faufiler dans des petits trous de souris que vous n'avez pas identifiés, c'est souvent ça qui peut aller mettre un sacré bazar dans votre référencement. Dans un e-commerce, typiquement, tout ce qui est facettes, filtres, etc., c'est souvent là-dedans que Google va se perdre. Et vous pensez avoir un site qui fait, bon, peu importe, mais si vous pensez qu'il fait 100 pages, ça peut être 10 000 ou 100 000, hein, peu importe, bah, des fois, lui, il a pu s'empêtrer dans un truc qui fait une boucle infinie, et puis il pense que vous en avez 50 000. Et dont, du coup, bah, si vous étiez sur 150, et ben, 49 850 d'inutiles. Voilà. Et ça, c'est avec de l'analyse de log que vous allez pouvoir le voir. Voilà. Sur le côté fonctionnalité sur mesure, bon, bah, ça c'est un petit peu évident. Le gain de temps, là, avec vos outils CRM, ERP sur mesure, bah, forcément, il y a des choses hein, sur les plateformes en SaaS, ça va dépendre desquelles. Mais si vous avez besoin de faire du custom, ça va être un peu plus compliqué. Et le point qui est important pour moi, c'est le côté maîtrise, contrôle des données et indépendance. Voilà. Combien de fois il y a eu des gens qui ont vu, tiens, ben, tel service s'arrête. Voilà, que ce soit des services, même Google, hein, des fois décide d'arrêter des services. Donc comme quoi, c'est pas à l'abri de beaucoup changer. On va prendre un réseau social. Je pense que vous avez tous connu Google+, par exemple, qui a été complètement arrêté. Bon, ben, des personnes qui avaient basé l'intégralité de leur stratégie social média sur Google+, ben, aujourd'hui, ils l'ont un peu dans l'os, ils ont dû rebasculer sur d'autres solutions. Bah, c'est aussi pour ça qu'avoir une solution dont on est intégralement maître est pertinent, parce que du coup, ça nous permet de facilement pouvoir rebasculer. Voilà, imaginons que vous êtes sur une solution en code autonome, vous décidez de changer, votre bascule, vous allez pouvoir la gérer facilement. Si vous êtes sur quelque chose en SaaS, potentiellement, ce sera plus compliqué, suivant de quoi vous voulez aller, vers où vous voulez aller. Voilà. Je voulais vous toucher 2 mots complémentaires. Ce qu'il faut voir aussi dans les autres critères, qui sont vraiment là pour le coup agnostiques de la plateforme en SaaS ou en code, c'est toujours se poser la question de dans quelle mesure c'est maîtrisé par vos équipes en interne. Parce que vous pouvez avoir une personne qui est, je sais pas, le directeur e-commerce qui dit bah, moi là je veux cette solution parce qu'elle coche plein de cases. Si vous avez 50 personnes dans l'équipe, mais qu'il n'y en a aucune qui connaît ça et qui en fait en connaît une autre qui est finalement pas plus mal, bah ça sera peut-être intelligent de faire pencher la balance.
Tout ça, pour cette raison, pendant des années, en fait, l'État français a gardé Office et Windows, alors que Linux aurait coûté moins cher, juste parce qu'ils ont identifié que le coût de formation de tous les fonctionnaires de France à Linux et à du OpenOffice serait exorbitant. Voilà. Bon, bah ça, c'est aussi une question à se poser. Puis évidemment, dans quelle mesure vous pouvez trouver des gens, que ce soit en interne ou en recrutement futur, sur cette solution? Si vous êtes sur une solution que personne ne connaît, que vous allez galérer pendant des mois à recruter, surtout sur du e-commerce où il faut une forte réactivité, c'est pas une bonne idée non plus. Voilà. Et puis dans quelle mesure la plateforme est sécurisée et propose aussi une communauté qui est riche. Aujourd'hui, pour faire un site institutionnel, le côté WordPress ressort souvent dans les premières solutions. Pourquoi? Parce que la communauté est super riche avec plein de plugins, etc. et qu'on sait qu'on ne va pas avoir besoin de faire trop de choses sur mesure. Voilà. Bah, ça fait partie des raisons, des questions à se poser, sur tout un tas de technos, y compris e-commerce. Voilà. Et pour illustrer un petit peu mon propos sur le côté analyse de log, je ne sais pas si vous en faites, vous, dans la salle, ou si c'est quelque chose avec lequel vous êtes familiarisé, mais je vous ai mis un petit screenshot, donc c'est un outil qui s'appelle OnCrawl, en français, et qui va vous montrer en gros différentes choses. Par exemple, vous voyez le deuxième slide ici, en gros, ça va vous dire, voilà, vous avez tant de pages qui font partie de votre site, mais sur lesquelles Google ne vient jamais. Voilà. Et bien ça, c'est un problème qu'il faut identifier, parce que ça veut dire que vous avez des pages que vous avez mis du temps, vous avez consacré de l'argent, du budget, marketing, technique, etc. Et en fait, là, ce site, il a 22% de contenu qui, en fait, ne servent à rien, au sens SEO du terme. Voilà. Bon, c'est un levier intéressant à appliquer. Ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle également les pages orphelines. C'est des pages en fait qui marchent toujours, qui répondent toujours en 200, comme on dit, mais qui sont aujourd'hui complètement absentes en fait du maillage interne. C'est qu'on a oublié de les inclure dans le maillage interne, de faire un lien depuis une autre page. Pareil, c'est des pages qui ne profitent pas de leur plein potentiel, et de les réintégrer dans du maillage interne, ça permettrait sans doute qu'elles se positionnent mieux et du coup d'augmenter le trafic. Voilà. Et ça, c'est des données sur lesquelles on a besoin d'avoir accès à ce qu'on appelle au log server, et du coup, grâce à ça, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors évidemment, ce sont des méthodes qui sont pertinentes dès qu'on est sur des sites avec quand même beaucoup de pages et pas mal de trafic, mais dès qu'on est sur des sites avec beaucoup de pages, c'est des choses que vous allez beaucoup regarder, parce que du coup, vous êtes obligé de faire des choix qui vont être des choix d'échelle, et de mettre en place une certaine scalabilité dans vos prises de décision SEO, parce que dès que vous avez 10 000 pages, vous ne prenez pas les pages une par une en vous disant celle-là, je vais l'optimiser en termes de référencement. Voilà. Et grâce à ça, vous allez pouvoir derrière croiser ça en vous disant tiens, est-ce que c'est plutôt des fiches produits? Est-ce que c'est plutôt des fiches catégories? Est-ce que c'est peut-être tel univers produit? Dans mon catégorie, si vous avez un site e-commerce généraliste, c'est peut-être le rayon jardinage qui a un problème, c'est peut-être le rayon cuisine, et que sais-je. Voilà. Donc ça fait partie des indicateurs vraiment avancés quand vous voulez passer un niveau au-dessus sur votre site. Bon, on a bien parlé de... On est comment en timing? Accéléré. De comment est-ce qu'on peut vendre sur notre site web, et on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas vendre ailleurs que sur notre site? Bon, ok, le SEO c'est top, mais la recherche de visibilité, ça doit être sur d'autres plateformes aussi. Donc dans les options, c'est pas déployé en France actuellement, mais typiquement on a la fonctionnalité acheter sur Google qui est sortie aux États-Unis, qui fait complètement abstraction de votre site. Du coup, ça peut être intéressant si on vend aux États-Unis d'y penser. Ça va de se dire, ok, y a des gens qui ne vont même pas passer par mon site web, mais qui vont faire un achat directement. Ça peut être intéressant de se poser la question. Donc c'est avec Google Shopping, etc. qu'on se retrouve dedans, mais c'est intéressant d'y penser. On va pouvoir également se dire, tiens, utiliser des influenceurs. Alors on ne parle pas forcément que des ch'tis à Mykonos, ce genre de choses. Vous allez avoir des gens qui sont des vrais utilisateurs de produits, des passionnés, que vous pouvez retrouver sur tout un tas de réseaux sociaux, qui seront de véritables ambassadeurs de vos produits. Voilà. Ça peut être des passionnés de bricolage, par exemple, qui va faire une vidéo sur « tiens, j'ai testé tel outil, il est top », voilà. De rénovation, ça se fait beaucoup. Vous avez également tout l'aspect marketplace. Le côté marketplace, il est hyper intéressant, parce que dans tous les cas, pour moi, l'objection de « ouais, mais si je leur mets ce produit, derrière, ils vont vendre à ma place », oui, mais ils le feront quoi qu'il arrive, parce que c'est pas vous qui exploitez le temps, ce sera un concurrent qui le fera. Mais l'avantage, c'est qu'on a parlé tout à l'heure des gros sites. Voilà. Demain, si je veux me mettre à vendre des Oculus, plutôt que de monter un site qui vend des Oculus, j'ai plutôt intérêt à aller mettre mes Oculus sur le site de la FNAC, être l'un des revendeurs de la FNAC,
essayer de faire en sorte de travailler mon pricing et de faire un peu de SEO interne par rapport au site de la FNAC en me disant, bon, bah, qu'est-ce que la FNAC valorise pour me positionner dans ce qu'on appelle la buy box sur des marketplaces. Donc ça va être souvent comme sur Amazon, hein, ça va être le nombre d'avis qualitatifs, le prix, qui va beaucoup jouer forcément, et puis peut-être la complétude de la description et de travailler cet aspect-là pour du coup se dire, bah, ok, mon produit va tout de suite se retrouver dans les meilleurs résultats de Google parce que je suis allé me placer dans des marketplaces qui, elles, sont déjà positionnées. Voilà. Ça fait partie des points qui sont intéressants. Deux autres points un peu plus originaux. On va retrouver tous les mécanismes d'affiliation. Donc tout le monde connaît un peu l'affiliation qu'on peut avoir sur Amazon, Cdiscount, etc. Vous avez énormément de confrères SEO qui ne travaillent même plus ni pour des agences, ni pour des clients annonceurs, etc., qui sont éditeurs de sites web où ils ne vivent que des commissions d'affiliation. Et certains gagnent beaucoup d'argent comme ça. Bon, l'avantage, c'est que c'est eux qui font le job d'aller chercher du trafic et ils vous envoient des mecs sur votre site après avec une commission qui, selon les secteurs, si on prend des choses comme sur Amazon, ça va aller de 3 à 8%, si je ne dis pas de bêtises, en fonction des thématiques. Bon, bah, c'est un coût d'acquisition qu'on peut prendre en compte dans notre mix marketing pour développer notre activité. Et puis enfin, un peu plus original, mais pas des moindres, vous avez tous entendu parler du dropshipping, donc on a tous entendu le côté voilà, des gens qui achètent sur AliExpress et qui revendent 10 fois le prix. Bah, vous pouvez vous-même vous faire dropshipper parce que vous allez avoir des gens qui ont envie de compléter leur offre, par exemple. Et puis bah, vous faites sur votre site des pages sur voilà, prix de gros ou acheter en volume, là, plus votre type de produit. Surtout si vous êtes votre propre fabricant. Hein. Pour le coup, c'est vraiment pertinent. Et puis bah, potentiellement, vous avez des gens qui vont chercher à trouver des fournisseurs de cette catégorie de produits. J'ai évoqué tout à l'heure des sièges de cinéma parce que j'en ai devant moi, forcément. Mais siège achat, siège de cinéma en gros, là, ou fournisseur siège de cinéma, ça va vous permettre d'avoir des gens derrière qui vont vouloir acheter vos produits en quantité pour les revendre, eux, sur leur site internet. Et vous, ça vous fait juste vendre plus de produits d'un coup. Donc ça peut être aussi un relais de croissance qui peut être intéressant et qui souvent est sous-estimé. Parce qu'un gros acteur sera intéressé. Et ce n'est pas une requête sur lesquelles, clairement, ces requêtes, je vous garantis que la concurrence est très faible en général hein, là-dessus. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Là, petit point important sur le côté des précautions avant de vendre sur les marketplaces. Souvent, les gens qui vont vendre sur les marketplaces, ils font un copier-coller de leur fiche produit. Voilà. Bon, va des rétros, Satanas, si vous m'autorisez l'expression. Il n'y a rien de pire, en fait, parce que du coup, le site de marketplace, en général, on a parlé avant donc, de Fnac, etc., en fait, il va vous tuer d'un point de vue notoriété SEO, et du coup, vous allez vous cramer, en fait. C'est du duplicate content externe, on appelle, et contrairement à ce qu'on pense, non, Google ne tient pas compte de qui a publié le contenu en premier. C'est complètement faux. Vous avez un site plus puissant que quelqu'un d'autre, vous copiez son contenu, c'est vous qui apparaissez à la place. Voilà. Si jamais vous voulez une solution pour générer des contenus un peu rapidement, aujourd'hui, on peut le faire avec de l'intelligence artificielle. Il y a une super conférence demain de mon collègue Christophe à 10h dans l'amphi à l'auditorium Lumière. Je vous fais un petit peu de teasing, je vous invite à aller la voir. Voilà. Tu avais un point, toi, Thomas, sur le côté du procurement. Je voulais rapidement illustrer également un autre point, une autre manière de vendre ailleurs ses produits. Enfin, c'est pas vraiment ailleurs, finalement, c'est étendre les capacités de sa plateforme e-commerce en proposant des connexions à des solutions de e-procurement, donc via des punch-out. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ni plus ni moins que lorsque vous commercialisez des produits, donc vous distribuez des produits et généralement vous vous adressez, vous vendez ces produits alors, à des gros institutionnels ou des grosses sociétés. Ces propres sociétés vont avoir leur solution de prise de commande en interne et souvent, elles vont demander à connecter votre plateforme e-commerce à leur outil de prise de commande, ce qui permettra pour eux d'avoir un seul et même outil en interne pour les différents services concernés et être en capacité de visualiser directement votre catalogue, ou du moins tout ou partie de votre catalogue, directement en interne sans devoir passer chez vous sur votre plateforme e-commerce. Et lorsqu'elles vont générer et valider une commande dans leur système d'e-procurement, ça descendra directement dans votre plateforme e-commerce. Donc ça, c'est une possibilité d'étendre ses capacités de distribution et de vente en ligne. Donc là, j'ai illustré un exemple qui va sûrement parler, c'est le site de Manutan. Alors concrètement, j'ai uniquement illustré ici la page de MAF, de l'assureur MAF.
Mais en fin de compte, c'est ni plus ni moins que la homepage que propose Manutan pour les sociétaires de MAF. Et derrière, MAF a connecté sa propre solution d'e-procurement, dont bien sûr on n'a pas accès. Mais voilà, c'est pour illustrer un petit peu le propos. Donc n'oubliez pas qu'à la limite, ça c'est aussi une possibilité de développer rapidement votre activité en ligne et de manière complètement autonome, sans avoir à faire quoi que ce soit, si ce n'est connecter l'outil de votre client sur votre plateforme. Enfin, point 5, donc on va passer rapidement, mais on peut encore faire de la personnalisation à l'heure de la RGPD. Alors, il faut le faire de manière intelligente, mais c'est toujours possible. Donc là-dessus, je te laisse la parole, Thomas, sur cette partie. Effectivement, c'est vrai que bon, la réglementation sur la protection des données complique cruellement aujourd'hui le travail du référencement et surtout de la personnalisation, puisque souvent on voit beaucoup d'internautes rejeter l'acceptation des cookies. Cela étant, ça n'empêche pas pour un e-commerçant de tout de même traquer un petit peu l'activité de cet internaute. L'idée là, c'est vraiment de personnaliser l'expérience cliente au maximum, tout en respectant bien sûr les consignes RGPD. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces consignes? C'est ni plus ni moins qu'un internaute qui ne souhaite pas accepter les cookies, ou du moins qui ne souhaite pas être authentifié sur la plateforme, ça n'empêchera pas aux e-commerçants de tout de même pouvoir essayer de proposer un parcours adapté ou un parcours personnalisé. Je m'explique. Sur le côté gauche, vous avez une homepage donc d'un site e-commerce autour de l'équipement sportif. Voilà, homepage très standard. L'internaute qui va se rendre sur cette homepage va naturellement ensuite naviguer dans le site internet, dans le site e-commerce, sans pour autant être authentifié ou identifié. Donc, on n'a aucune connaissance de cette personne. Par contre, en fonction de sa navigation, on va pouvoir analyser que cette personne, donc personne X, dont on ignore absolument l'identité, personne X va tout simplement cliquer sur les équipements de running et les équipements pour hommes. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? C'est que on sous-entend que naturellement cet internaute sera potentiellement un homme et appréciera fortement le running. Ce qui fait que lorsque cette personne reviendra sur la homepage, on va pouvoir adapter cette homepage en fonction du parcours qu'elle aura effectué juste au préalable et du coup adapter les bannières pour mettre des contenus personnalisés par rapport à sa navigation. Bien sûr, il faut le faire dans certaines mesures, en respectant un petit peu les consignes RGPD, mais voilà, l'idée c'est de tout de même adapter le comportement de votre site par rapport à votre audience, n'étant pas en capacité de pouvoir identifier une personne réelle derrière, mais au moins détecter quelques centres d'intérêt pour lui pousser des éléments plus concrets, plus pertinents. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui se fait aujourd'hui, et c'est des choses qu'on peut tout à fait adapter en respectant ces consignes-là. Mais Patrick pourra creuser un petit peu plus le sujet. Il y a un autre point, c'est mon slide juste après. Alors, je vais le passer, je suis sûr que ça sera clair. En fait, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que les GAFA, ils ne perdent pas de data avec les RGPD. Eux, ils ont déjà tout ce qu'il faut à côté pour vous tracer différemment. Google a parlé de ce qu'on appelle le flock. Je vous laisserai creuser. Mais ils ont déjà tout un tas d'autres manières de vous pister sans forcément avoir besoin de cookies. D'ailleurs, ça les fait un peu rire, l'histoire. Ce qu'il faut voir, c'est aujourd'hui une métrique. Je ne sais pas si vous êtes plutôt côté agence ou annonceur, mais si vous avez mis en place des bloqueurs, donc des bandeaux cookies, avec y compris le bouton refuser aussi visible que le bouton accepter, c'est 40 à 60% de data en moins que vous avez sur vos sites internet. Donc c'est pas que votre site s'est cassé la figure, c'est juste que vous avez moins de data qu'avant. Voilà. Donc c'est ça aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, y compris des confrères, comme info, c'est l'écart, il est de temps. Voilà. Ce qui peut être faisable, c'est d'exploiter au maximum les gens qui donnent encore aujourd'hui accès à leurs données et de les travailler en deux temps. Ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même assez peu de gens qui bloquent la data côté Facebook ou sur d'autres systèmes avec des GAFA pour les données que j'indiquais avant. Et on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les mécanismes de lookalike. En gros, c'est de dire à la machine, va identifier des gens qui sont communs à ça. Et typiquement, vous avez une personne qui vient sur votre site, qui fait une action qui vous intéresse et vous dites, j'en voudrais plus.
Et bien, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez identifier ça en termes de marketing et de retargeting sur un réseau social. Vous allez lui dire, trouve-moi toutes les personnes identiques à ça et balance-lui de la pub. Voilà, avec mon produit. Et vous allez du coup pouvoir identifier des audiences similaires aux personnes qui sont venues chez vous et pour pouvoir aller chercher plus facilement des gens. Ça fait partie des choses qui peuvent être hyper intéressantes du coup en hackant un petit peu et en profitant de cette avancée qu'ont du coup les GAFA en termes de contenu. Là notamment c'est quelque chose qui marche très bien avec du Facebook ici sur du lookalike et de la publicité qui pour l'instant coûte encore pas trop cher mais à mon avis ça devrait augmenter dans les mois et années à venir avec la partie RGPD. Voilà. Ensuite, un point qui est important, c'est être son propre concurrent. Voilà. Le côté multistore et multimarque, je vous ai mis une petite checklist des choses à faire quand on se lance à l'international. Donc pour info, soit on part sur un domaine géolocalisé si on veut prioriser le branding, si on veut privilégier le SEO, moi c'est mon choix. C'est le côté de partir vraiment sur du sous-dossier, parce que du coup vous allez rester sur le même site internet et en termes de circulation, dont on parlait tout à l'heure de crédibilité du PageRank, c'est plus efficace. Et attention, un sous-domaine, contrairement à ce qu'on pense, ça n'hérite pas de la popularité du domaine principal. Demain, vous avez un site fnac.com, si vous créez un sous-domaine toto.fnac.com, il n'héritera absolument pas de la crédibilité de Fnac.com, sauf si vous avez plein de liens qui partent de la Fnac vers Toto. Mais sinon, c'est comme si c'était un site totalement différent. Voilà. C'est un point souvent qui est mal compris. Côté traduction des fiches produits, pour déployer rapidement, on peut tout à fait se dire, au début, je veux tester mon marché, et je déploie avec de la traduction côté DeepL et relecture par quelqu'un en local. Ça va permettre de faire un déploiement assez rapide sur votre site, et puis une fois que les pages commencent à vendre, à se positionner, etc., du coup de prioriser, pour se dire, ok, là maintenant je commence à investir sur mes contenus par un rédacteur en local, je les travaille en SEO, etc. Mais le premier niveau passe très bien. Il n'y a pas de duplicate content entre deux marques avec de la traduction. C'est un point à savoir, donc vous pouvez y aller vous faire plaisir. Le seul risque, c'est si vous ne faites pas de relecture, c'est que vous ayez des choses traduites par le moteur, donc DeepL ou Amazon. Vous remarquerez que je ne vous ai volontairement pas mis Google. Qui vont être mal traduites. Si vous prenez par exemple Apple, vous n'êtes pas à l'abri que ça vous le traduise en pomme. Voilà, donc petite attention là-dessus. Voilà. Et le côté e-commerce, pensez à lancer du coup une recette par des gens en local pour être sûr que vous avez bien respecté les us et coutumes du pays dans lequel vous le lancez. Voilà. Et on va y revenir du coup sur le dernier point qu'on va vous présenter sur le côté méthode de livraison et de paiement, parce que ça change beaucoup d'un pays à l'autre. Voilà. En très rapide sur le côté lancement de plusieurs marques, pourquoi c'est intéressant? C'est que vous allez pouvoir gérer votre propre concurrence. Vous avez tout un tas de marques aujourd'hui qui proposent des sous-marques ou qui vont faire des partenariats pour faire des marques distributeurs, mais qui sont elles-mêmes des marques dédiées. Vous avez par exemple Bosch qui fait des marques d'outillage moins chères qui vendent via Lidl, par exemple. Bon, ça, ce que ça va vous permettre, c'est que si vous avez mis en place une stratégie de netlinking, ici, vous avez mis en place ce qu'on appelle des PBN, donc ce sont des réseaux de sites, ce sont des techniques de SEO assez avancées, ça, où vous créez votre propre écosystème de sites internet qui font des liens vers vous. Vu que vous les maîtrisez, le jour où vous lancez un autre site e-commerce, vous allez pouvoir réutiliser ces mêmes sites pour faire des liens vers ce nouveau site que vous lancez. L'objectif final étant de se dire qu'au lieu d'avoir un seul résultat dans le top 5, mettons de Google, potentiellement vous allez en avoir deux. Et du coup, vous chassez d'autant plus les concurrents. Et si des gens ne viennent pas chez vous, mais sur une autre marque, peut-être parce qu'ils chargent du prix ou un autre avantage que vous aurez mis en face dans cette autre marque, vous allez quand même rafler la mise à la fin. Voilà, tout simplement. Là, on avait sur le côté, ce côté-là, tu avais prévu quelques points, du coup, Thomas. Ouais, je voulais juste illustrer un exemple de site multi-marque, multi-pays, donc plutôt avec un déploiement à l'international. Donc le site de Bricoman pour la France notamment, Bricomart en Espagne ou Obramax au Brésil. Voilà, le tout, c'est que vous voyez que la constitution du site est relativement similaire pour ces trois enseignes, donc sur ces trois pays, et ce, depuis la même plateforme e-commerce, donc propulsée par la même technologie. Et comme l'a dit Patrick, dès lors où on travaille sur du multilangue, il n'y a pas de duplicate content, donc du coup, on n'a pas trop de problématiques. Le tout, c'est de bien vérifier à ce que les produits soient bien traduits dans chacune des langues et qu'il n'y ait pas du français qui se balade éventuellement pour le portugais ou l'espagnol.
Voilà. Et ça permet d'éviter d'utiliser une plateforme qui gère du multimarque, ça permet d'éviter d'avoir à tout recoder, tout remettre en place en termes de fonctionnalité, etc. Voilà. Et enfin, Exactement. dernier point, sur le côté de penser à multiplier les méthodes de livraison et de paiement. C'est important de laisser le choix aux utilisateurs. Donc il y a plein de choses qui se font aujourd'hui. C'est ce que tu as Ce qu'on a illustré vu ici. d'ailleurs là actuellement avec la fin du coronavirus et ces périodes de confinement, on a vu que bon nombre de sites e-commerce, donc de e-commerçants, ont dû s'adapter et adapter leur mode de livraison ou leur mode de paiement. Un exemple assez concret, et notamment en France, ça va être l'adaptation des paiements via tout ce qui est carte restaurant, donc chèque déjeuner ou différents supports de cartes restaurant qui étaient peu présents jusqu'à présent, mais comme le plafond a été rehaussé pour essayer de relancer un petit peu ce marché-là, voilà, on a vu bon nombre de e-commerçants réadapter cette solution de paiement. Et une récente, enfin assez récente finalement, c'est le paiement en crypto-monnaie. Donc là, on voit une illustration en paiement en Bitcoin. C'est peut-être plus le bon moment pour payer en Bitcoin, mais voilà, c'est ni plus ni moins qu'aujourd'hui des méthodes de paiement qui s'adaptent aussi au fonctionnement du marché, aux attentes des consommateurs et également les us et coutumes de chacun. Et sur les modes de livraison, très rapidement, c'est vrai que là j'en ai listé que 5 parce que ce sont les 5 qui ressortent principalement de cette situation de crise sanitaire. Le paiement, alors la livraison qui est quasi passée gratuite sur tous les modes de livraison pour couvrir justement cette période de confinement. L'expédition groupée, on a vu beaucoup de marketplaces faire des expéditions groupées multi-fournisseurs. La livraison en boîte aux lettres, donc du coup sans signature ou sans avis de réception. Et on garde bien sûr tout ce qui va être livraison, point relais, click and collect, voilà, les standards aujourd'hui du marché. Et oui, sur le côté, on disait de contextualiser selon le pays les méthodes de paiement. Vous prenez par exemple en Allemagne, c'est pas la bonne pratique de leur proposer de la carte bleue. Le paiement par virement en Allemagne est quelque chose de très institutionnalisé, alors qu'en France, ça l'est très peu. Voilà. Donc c'est vraiment important de faire appel à des gens qui sont locaux pour valider que le parcours utilisateur est cohérent par rapport au pays. Voilà. Bon, en très rapide, sur le côté segmentation produit, j'avais prévu un truc au cas où on ait un peu de temps. Voilà, je vais le faire très vite, on peut évidemment parler après si vous voulez. Mais Thomas en parlait sur penser aux bons termes à utiliser. Vous pouvez tout simplement utiliser des données côté Google Ads, Search Console ou votre moteur de recherche interne. Allez voir ce que les gens tapent sur votre site. Et c'est comme ça que vous allez vraiment comprendre comment les gens du coup vont utiliser ou taper vos produits ou les appeler. Et potentiellement, vous allez découvrir des choses que vos concurrents n'ont pas trouvées et aller travailler ces requêtes en SEO. Derrière, c'est du pain béni. Voilà. Vous allez pouvoir utiliser du coup ce qu'on appelait des catégories virtuelles, ce que nous on appelle des ghost catégories, qui vont vous permettre de faire des catégories qui ne sont pas dans le maillage du menu, mais qui sont uniquement dédiées à la base au moteur de recherche. Et ça va vous permettre de faire des choses très avancées là-dessus. Voilà. Et puis, petite dernière astuce sur du merchandising, n'hésitez pas à faire en sorte de mettre en avant dans vos catégories, avec des algorithmes encore toujours, mais des produits que vous avez soit besoin de déstocker, soit sur lesquels vous avez plus de marge, et ça sera du coup beaucoup plus intéressant d'un point de vue business pour vous. Voilà, j'ai spiné un peu sur la fin, mais on a réussi à faire le tour. Voilà, je vous remercie tous. Est-ce que vous avez des questions? S'il y a le temps pour une question, peut-être. Je ne vois pas de main levée. Non? C'était tout clair? Je vous ai assommé. Bon, merci à tous. Merci. Et puis, merci Thomas. Merci à vous. Tac.